Mais bonjour à tous, Mélodie Sachs, journaliste, coach et créatrice de Coaching Magazine que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur mon site melodiesax.com. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de David Laroche. Bonjour David. Bonjour à toi. Alors je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Et donc on va parler de confiance en soi. Parfait, ça me va. Alors toi, tu es un ancien timide. Plus jeune, tu n'avais pas du tout confiance en toi. Et aujourd'hui, tu fais des conférences devant des salles combles, des milliers de personnes suivent tes vidéos. Qu'est-ce qui a été la chose ou la qualité ou l'état d'esprit qui t'a permis de te changer toi et de changer ta vie? Alors, il y aurait deux parties dans la réponse. La première chose qui est qu'est-ce qui a déclenché le changement et après, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé ces deux parties de réponse. Le déclencheur du changement, il n'est pas le plus sexy, mais c'est la douleur en fait, c'est-à-dire d'en avoir marre, de me comparer, qui était vraiment un des gros fléaux que j'utilisais beaucoup contre moi-même. Donc me comparer, m'insulter moi-même, me considérer comme étant pas assez beau, pas assez grand, pas assez intelligent, pas assez drôle, qui est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les personnes que j'accompagne, le je suis pas assez quelque chose. Donc j'en avais marre en fait d'être tout le temps en train de penser que ça serait bien d'être quelqu'un d'autre que moi en fait, ou d'avoir une autre vie que moi, ou d'avoir eu d'autres parents que les miens. Et donc le déclencheur ça a été, il y en a eu, il y en a eu plusieurs, c'est difficile d'en donner un, mais un des gros déclencheurs ça a été de me dire j'en ai marre de souffrir. Et j'étais tout le temps en train de me dire je vais mettre fin à ma vie, je vais me suicider, sauf que je le faisais pas, j'ai fait aucune tentative de suicide. Et donc au bout d'un moment, en fait, c'est comme si je me suis dit, mais soit tu te suicides et tu vas vraiment au bout du truc, et on y va à fond, et la question elle est réglée, mais arrête d'être entre vivre et survivre, en fait, ou entre vivre et mourir. Et donc la décision, ça a été de me dire, je sais pas si je vais réussir à être heureux, je sais pas si je vais réussir à être confiant, je sais même pas si je vais réussir à pouvoir avoir une quelconque forme de réussite ou une copine, mais je vais, je vais faire l'expérience de tout donner pendant un temps, comme si c'était possible en fait. C'est-à-dire, je suis passé d'un monde où, sous prétexte que c'était pas sûr que ça soit possible, je faisais rien, à un monde où c'était pas sûr que ça soit impossible, donc je vais tout donner et tout tenter et on verra bien. Donc j'ai pas eu de date précise, mais je pense que je me suis dit, dans les 2 prochaines années, donne tout, expérimente des choses qui te font peur, va à la rencontre d'un maximum de personnes que tu connais pas et on va voir ce qui se passe. Et si vraiment à l'issue de tout ça, il n'y a rien qui a changé, bah à la limite, suicide-toi. Mais ça, voilà, le premier truc, ça a été ce truc-là et je pense que ça a fait une énorme différence. Souvent, je participe à des séminaires aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, récemment en Afrique du Sud et je suis en tant que client et je vois d'autres clients. Et souvent, la question qui se pose, mais c'est la décision en fait, ça me fascine. Qu'est-ce qui fait que 10 personnes qui suivent le même stage, qui vivent plus ou moins la même blessure, le même challenge, il y en a un, deux, trois, voire 5, 6 qui vont décider et pas les autres. Et en fait, souvent, c'est c'est deux choses qui déclenchent une décision forte chez une personne. Soit c'est le ras-le-bol d'une souffrance, ras-le-bol de se fouetter tout seul, ras-le-bol de se considérer comme pas assez, ou alors c'est le déclic. D'ailleurs, la série de vidéos que j'ai faite qui est gratuite s'appelle Wake Up Call. C'était ça l'idée, c'est un wake up call en anglais. Ça a plusieurs sens. Bon, on a le premier sens littéral qui est le réveil, le deuxième sens qui est le déclic, mais le troisième sens c'est vraiment la prise de conscience. C'est le moment où tu t'ouvres les yeux et tu. Les Américains ils l'utilisent beaucoup comme une prise de conscience douloureuse qui transforme ta vie pour le reste de ta vie en fait. Et, euh, et ça peut être aussi ça de se dire, je me sens appelé comme Martin Luther King par exemple pour aller donner un message, ou je me sens appelé une personne qui par exemple vit un accident de voiture et décide d'aller construire une association pour aider toutes les personnes qui ont vécu des accidents. C'est souvent les deux sources de changement. Donc ça c'est mon gros déclencheur, il est là. Moi c'était la douleur en premier, avec l'espoir de peut-être être quelqu'un d'autre un jour. Et après pour la question du comment, c'est une beaucoup plus longue question. Ouais. Euh, Si je devais résumer là en trois choses, je dirais que la première chose, qui est énorme, c'est d'arriver à se considérer comme étant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je m'amuse beaucoup dans mes séminaires avec les personnes qui se disent timides. Souvent, je leur demande, mais comment tu sais que tu es timide? Est-ce que tu as fait un concours? Combien tu es classé? Et en fait, elles se rendent compte
c'est elles-mêmes qui s'étiquettent d'être timides. Alors, elles l'ont souvent entendu dans l'enfance, papa leur a dit, ou maman, ou les professeurs. Mais après, elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et elles continuent de se prendre l'étiquette et se la donner « je suis timide ». Qui d'ailleurs apporte son lot d'avantages. Parce que quand tu es timide, au bout d'un moment, les gens le savent, et du coup, quand tu n'oses pas, les gens te disent « non mais c'est pas grave, il est timide ». Tu as un peu l'excuse nationale, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, on dit « elle est timide, il est timide ». Donc, casser ce truc-là en disant « et si tu l'étais pas, tu serais comment en fait ?» Et si tu étais autrement, ça serait comment? Réaliser que n'importe qui sur cette terre, il y a des jours tu es beaucoup timide, d'autres jours tu l'es moins. Donc si tu l'es moins, c'est que tu peux être confiant. Et c'est hyper important d'arriver à créer l'image de soi dans le futur, d'un soi plus à l'aise, d'un soi qui fait des choses que tu n'arrivais pas à faire. Pas un soi en mode Ken, ou en mode Ken et Barbie, ou en mode Brad Pitt, ou en mode un fantasme de la personne confiante qui n'a jamais peur, mais un soi en train de vivre une vie qui lui correspond. Un soi par exemple en train de voyager, un soi en train de faire des interviews, un soi en train de faire des prises de parole, ou en train d'écrire son livre, ou en train de faire un film. Donc la notion de peur, elle n'est pas importante dans le soi du futur. C'est plus qui est-ce que je suis en train d'incarner, qu'est-ce que je suis en train de faire et comment est-ce que je suis en train de servir. Ça, c'est la première clé d'arriver à se voir. La deuxième là qui me vient, c'est ce défi avec soi-même de sortir de sa zone de confort, d'aller voir qui je suis quand je sors de cette zone en fait. J'adore cette phrase que je ne sais même pas de qui elle vient à l'origine, en sortant de ta zone de confort, tu vas découvrir des parties de toi que tu ne connais même pas encore. Tu vas découvrir des dimensions de toi que tu ne savais même pas qu'elles existaient. C'est souvent d'ailleurs en période de guerre, il y a des résistants, ils ne savaient même pas eux-mêmes qu'ils allaient devenir résistants. Ils ne savaient même pas qu'il y avait ce courage en eux. Ouais, on ne se connaît pas au final. Là, on connaît qu'une partie limitée. Et en allant des fois dans des zones nouvelles, tu fais révéler une partie de toi, un potentiel que tu ne savais même pas qu'il existait, et ta vie elle se transforme. Donc j'invite les personnes à tester des petites choses qui sont à l'équilibre entre ce qui est confortable et ce qui est inconfortable. Le cerveau il est au top de la performance quand il est à l'équilibre entre chaos et ordre. C'est-à-dire, le chaos c'est tout ce qui est de l'ordre de l'information qui est nouvelle et qui est désorganisée pour ton cerveau. L'ordre, c'est tout ce que tu as déjà organisé. Par exemple, la première fois que tu vas dans ton travail, c'est du chaos. Tu te dis, ouais, mais comment je vais gérer ça? Je ne sais pas comment les gens font ça. Et puis 10 ans après, ça devient de l'ordre. Tu sais exactement ce que tu as à faire, dans quel ordre tu as à le faire. Et quand tu vas voir un apprenti arriver, tu ne vas pas comprendre comment il fait pour galérer. Tellement pour toi, c'est devenu normal, c'est de l'ordre. Et donc notre cerveau, il est au top de la croissance quand on se met entre chaos et ordre. Et d'ailleurs, c'est fascinant ce truc-là, comment la vie nous aide à soit accélérer, soit freiner. C'est-à-dire qu'un profil comme moi, à 15 ans, j'avais besoin d'accélérer. J'avais besoin de brûler plus. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort, d'aller parler à des gens que je ne connaissais pas. Un profil comme moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de freiner, de ralentir. J'expérimente naturellement d'aller me mettre en danger. Et c'est plus important maintenant dans ma vie que j'apprenne à ralentir, me reposer, freiner. Et j'adore cette idée parce que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se demander est-ce que dans ma vie j'ai plus à accélérer parce que je suis beaucoup en mode j'attends, ou est-ce que j'ai peut-être plus à freiner parce qu'au contraire j'ai tendance à pas me reposer, à aller trop vite, à aller trop loin, à pas respecter mon rythme interne. D'ailleurs dans les deux cas c'est intéressant, hein, ça crée des maladies qui sont pas les mêmes. Qui sont pas les mêmes, c'est toujours cette recherche d'équilibre en fait. C'est le corps qui va t'amener effectivement à l'équilibre. Tu t'attires pas les mêmes challenges d'ailleurs. Quand tu es en mode j'attends, tu vas t'attirer plein de personnes pour te challenger, te critiquer, t'insulter, te remettre en question pour jusqu'à que tu en aies marre. Ça crée l'effet plaque de cuisson brûlante sous les fesses jusqu'à ce que ça crée de la douleur. Quand tu t'exagères trop et que tu vas trop vite, la vie te met des baffes, c'est des maladies qui sont plus de l'ordre d'être cloué au lit, d'être fatigué, épuisé. Ça peut s'exprimer sous forme de burn-out quand tu vas trop vite ou trop loin en fait. Ouais. Trop loin dans le présent. Toi, tu parlais des personnes qui vont suivre des séminaires et qu'il n'y en a que quelques-unes qui vont vraiment passer à l'action. Quelle est la qualité justement à développer, que toi tu as peut-être justement développé, qui permet de ne pas se reposer sur ses lauriers, de ne pas rester en soi et vraiment d'y aller et de changer les choses? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier? Alors oui et non, en fait, c'est une super question, merci. La qualité, en fait, on l'a tous en nous. On a tous les traits de caractère en nous.
On a l'altruiste, l'égoïste, on a le feignant, on a le motivé. Euh, D'ailleurs, ça te permet d'être en paix avec soi quand tu comprends que tu as tout en toi. Et que, du coup, quand on te dit que tu es nul, tu arrêtes de dire bah non, tu dis oui, je suis nul. Là-dedans, je suis nul. Là-dedans, je suis brillant. On a toutes les facettes. Et je pense que d'ailleurs, un des gros problèmes de la société, c'est le fantasme de vouloir être qu'un pôle et pas l'autre pôle. Et donc, qu'est-ce qui fait que des personnes vont pas décider? C'est que souvent, elles créent des désirs qui sont en fait des fantasmes d'une qui ne leur correspondent pas en fait. C'est-à-dire que si tu fais un stage, imaginons que tu vas faire un stage sur la loi d'attraction et il y a plusieurs façons d'être dans le fantasme. Le premier moyen, c'est de prendre des rêves qui ne sont pas les tiens et qui sont par exemple le rêve du formateur, qui est un réflexe naturel parce que quand on est inspiré par quelqu'un, on va avoir tendance à trop prendre. C'est-à-dire on prend la partie qui nous inspire, mais on prend au-delà de ce qui nous inspire, qui ne nous appartient plus. Par exemple, je sais pas, moi je vais avoir des rêves quand je parle vraiment les rêves les plus dingues, hein, de créer des séminaires dans l'espace. Et c'est possible qu'une personne. C'est pas mal ça. Ouais, c'est fait partie des trucs les plus fous. Si se trouve, la personne va être inspirée par une partie de moi qui est par exemple la partie de moi qui coach, mais peut-être pas par cette partie-là. Et elle va prendre ce rêve-là. Forcément, si c'est pas son rêve, elle va pas être autant motivée que moi. Imaginons, je fais un stage avec quelqu'un qui est très orienté matière. Et son rêve, lui, il le dit, c'est avoir une Ferrari, machin. Et que moi, je participe. Moi, c'est pas important pour moi d'avoir la plus belle voiture au monde. C'est-à-dire que si je l'ai et que c'est bonus, c'est très bien. Je vais pas dire, ah non, je déteste ça. Mais si je devais choisir et qu'on me donne 1 million, là maintenant, et qu'on me dit, tu choisis où est-ce que tu l'investis, c'est en dernier que va partir la voiture. Donc, il y a beaucoup de personnes qui projettent des rêves qui ne sont pas les leurs et qui, du coup, ont vraiment du mal à se motiver, en fait. Donc, la réponse à qu'est-ce qui fait qu'une personne décide, elle est vraiment étroitement liée à quel rêve auquel elle connecte. Et dans notre société, il y a une forme de hiérarchie de ce qu'est un bon rêve ou un mauvais rêve ou un grand rêve. Mais la maman qui se lève et qui a des larmes d'inspiration, par exemple, dans un de mes séminaires et qui dit « Mon rêve, c'est de consacrer les 4 prochaines années à m'occuper de mes enfants », pour moi, il vaut autant que la personne qui dit mon rêve, c'est de justement créer un séminaire dans l'espace ou aller sur Mars comme Elon Musk ou Ford qui dit je veux inonder la Terre de voitures. Et tout cet exercice, c'est qu'il s'agit d'arriver de plus en plus à se connaître soi, se libérer de plus en plus de la charge et de la pression qu'il y a sociale de ce que c'est rêver, de ce que c'est réussir, parce que c'est une notion qui a à définir tellement avec soi-même. Et c'est dingue parce que quand tu touches ce pourquoi t'es fait, il n'y a même plus de questions à te poser en fait. Tu ne peux te poser la question de... Je ne crois pas en la procrastination et je ne crois pas en la motivation en fait, paradoxalement. Parce que paradoxalement, quand quelqu'un touche ce pourquoi il est fait, il ne te demande pas comment être motivé. Il est motivé. Ouais. Et ça résonne. Ça résonne, c'est là. C'est... Souvent d'ailleurs, c'est quand tu te poses trop la question entre deux achats et que tu sais pas, c'est que c'est pas aligné. Parce que quand tu sais en fait. C'est là, tu sais, pareil. Quand j'accompagne des gens, c'est pas très sexy de dire ça non plus, des fois à se séparer, et ils me disent, je sais pas si je me sépare de mon mari ou de ma femme. Et souvent, quand la personne se pose trop la question, c'est qu'il n'y a pas la question encore à se poser, et je leur dis, c'est que c'est trop tôt en fait. Tu as peut-être d'autres choses à vivre dans ton couple, il y a peut-être d'autres choses à expérimenter, soit pour le transformer, soit pour partir autrement que partir dans une situation qui est de guerre. Et ça m'est arrivé plein de fois que la personne me dise, David, je suis vraiment heureux, on va se séparer, il est en paix, je suis en paix, et on le sait en fait. On se pose même plus la question, on le sait. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire plusieurs séminaires, d'avoir des fantasmes, réaliser que ça marche pas, pour lâcher ça comme fantasme. Moi, il y a plein de trucs dans lesquels je me suis lancé qui n'étaient pas pour moi. Je me suis lancé des fois dans des marketing de réseau parce que ça me faisait fantasmer le truc, mais en fait, le produit ne me stimulait pas, l'entreprise ne me stimulait pas, et donc forcément, je n'étais pas motivé. Par contre, voilà, j'adore poser cette question aux gens, je leur demande si tu étais milliardaire, mais pas en mode milliardaire, en mode lifestyle, où tu fais n'importe quoi. Si on donnait un toit, de quoi manger, on sécurisait ta famille, ce qui sont vraiment les 3 besoins qui protègent un être humain, qui lui permettent de s'élever. Tu as ça assuré sur 10 générations. Qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Même qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est-à-dire
t'as tout le reste de ta vie où t'as pas à te soucier de manger, dormir, sécuriser ta famille. Tu fais quoi de ta vie au quotidien? Et pour moi, la réponse à ça, c'est ce que tu as à faire maintenant. Ce que j'explique aux gens, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, je leur dis si tu avais 1 milliard, est-ce que tu ferais le même business que ce que tu fais? Si la réponse elle est non, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon business. Aujourd'hui, ce que je fais, je le ferais si j'étais milliardaire. Et la seule chose qui changerait peut-être, c'est qu'il y ait encore plus de caméras, que la pièce soit encore plus grande, qu'il y ait encore plus d'équipes pour aller chercher d'autres compositeurs, composer nos musiques, etc. Je suis passionné par la vidéo, l'audiovisuel. Mais dans l'idée, je ferai des vidéos, je ferai des conférences, je ferai des séminaires. Donc dans le pourquoi, dans l'intention, je suis au bon endroit et c'est ce qui fait que c'est facile de prendre une décision quand je sors d'un séminaire. Parce que tant que tu n'as pas ça, tu vas être en train de te demander qu'est-ce que j'ai à faire plutôt que j'ai ce rêve-là et je vais filtrer dans le séminaire ou dans le livre ou dans l'audio ce qui va m'aider à aller vers là. Et c'est un processus qui est naturel. Une femme qui est enceinte et qui est contente d'être enceinte, elle n'a pas besoin de forcer pour filtrer toutes les conversations, mais des fois à deux. C'est-à-dire il y a un couple qui discute d'enfants, elle va l'entendre. Plus que ça se trouve, son ami qui est en train de lui discuter, de lui parler de voiture. Donc notre système va filtrer à l'extérieur de nous tout ce qui est important. Elle va marcher dans la rue à 400 mètres comme un aigle, elle va capter qu'il y a un magasin pour bébé. Mais ça, tu peux pas le faire avec le mental. C'est-à-dire je peux pas moi décider d'aller dans la rue et dire je vais capter toutes les discussions sur les enfants, toutes les discussions. Parce qu'en fait, ça n'est pas dans mes valeurs hautes aujourd'hui. Par contre, j'ai besoin de zéro effort pour tout ce qui est comprendre l'être humain, pour tout ce qui est de aider les entrepreneurs à développer leur entreprise, tout ce qui est inspirer la planète, tout ce qui est créer des films, des musiques, des vidéos qui vont permettre à des enfants, des jeunes, des moins jeunes de croire en leurs rêves. C'est-à-dire, je peux être crevé si tu me lances sur un sujet comme ça, boum, mon énergie elle monte. Tu comprends? Totalement. Et je pense que la réponse à ta question, elle est là en fait. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait mes séminaires et je me suis mis à utiliser et à appliquer, c'est que j'ai eu la chance, ou en tout cas, je me suis créé l'opportunité d'être connecté à un rêve qui me touchait vraiment. Le rêve de me créer une vie inspirante, d'aider d'autres personnes à se créer une vie inspirante via la technologie, via le fait de parler. Comme dit ma chérie, il n'y a pas besoin qu'on me paye pour que je parle. C'est-à-dire que je parle tout le temps. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit au restaurant, j'ai toujours quelque chose à raconter, à dire. Donc aujourd'hui, je suis payé pour faire quelque chose que je ferais même si je n'étais pas payé. La vidéo… C'est ça la clé. Mais bien sûr, si aujourd'hui j'avais 1 milliard et que je ne devais pas travailler, parce que je ne crois pas au fantasme de la retraite, mais je ferais des vidéos en fait. J'adore cette question, comment je peux être payé à faire ce que j'aime? Ce qui fait qu'il y a autant de câbles et autant de matériel, c'est parce que j'adore ça. Et aujourd'hui, oui, parce que les gens derrière ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Mais il y a du sacré matos. C'est vrai que quand on arrive, on voit tout de suite que la vidéo, c'est ton truc. Voilà, c'est mon truc. Et donc, si tu te balades chez moi, en fait, tu vas vite voir mon système de valeurs. Tu vas voir des livres, des bouquins autour de gens qui m'inspirent. Tu vas voir de l'art, de la peinture qui m'inspire. Tu vas voir de la technologie en abondance, des ordinateurs. Et donc, entre les livres, l'art et la technologie, tu as mon système de valeurs en fait. Et tu as toute ma vie. Si tu regardes une semaine de ma vie, c'est quoi? Faire des vidéos, faire des conférences, prendre le temps de m'inspirer de gens, aller rencontrer des artistes, créer des audios, c'est que ça en fait. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir une source extérieure de motivation pour être motivé parce que j'ai trouvé quelque chose qui me touche. Oui, quand tu fais les choses avec ton cœur, automatiquement, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Exactement. Et du coup, la personne qui est connectée à ça, elle fait n'importe quel séminaire, elle ne va pas enregistrer tout le séminaire, mais elle va enregistrer exactement ce qu'elle a besoin et immédiatement, elle passera à l'action. C'est-à-dire que c'est ça peut-être le paradoxe dans ta question, c'est qu'en fait, il va falloir presque la freiner à utiliser ce qu'elle vient d'apprendre, tellement elle se dit « mais c'est trop génial !» Là, j'ai une dame qui est passionnée de pâtisserie dans mes séminaires, elle va réaliser son rêve de créer sa pâtisserie à Miami. Je la suis depuis peut-être 2 ans. Mais elle, je veux dire, elle apprend un truc dans le séminaire, le premier truc auquel elle pense, c'est comment je vais utiliser ma pâtisserie, comment je l'utiliserai avec mes équipes, comment je vais utiliser ça. Et donc, à la limite, il faudrait la freiner pour qu'elle l'utilise pas.
Et donc tant qu'il n'y a pas cet élan, c'est que c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon rêve. Et c'est un peu comme, je crois que c'est Patrick Leroux qui disait ça, du style, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes à la mauvaise place. J'adore. J'aime bien, mon grand-père il est agriculteur, j'aime bien cette analogie de la terre et de la plante. C'est-à-dire que tu prends la meilleure graine au monde, si elle n'est pas dans le bon terreau, dans le bon environnement, avec le bon écosystème, elle ne pousse pas. Et nous, à l'inverse d'une graine où on n'a pas choisi d'être d'où on est semé, on peut se déraciner, aller comme toi vivre à Toulouse, on peut aller s'entourer de choses qui nous inspirent, on peut se mettre de l'art qui nous fait du bien, ou des photos de gens qui nous inspirent, ou des phrases qui nous inspirent, à nous de décorer notre environnement comme ça nous inspire. Moi, c'est dingue, je peux avoir des larmes d'inspiration de regarder une caméra. Ça ne se choisit pas, ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as des personnes, elles vont. Ma chérie, par exemple, elle est 1000 fois plus inspirée que moi par les livres. Moi, j'aime les livres parce que ça nourrit la valeur de pouvoir comprendre l'être humain et d'aider l'être humain. Mais en soi, si je trouve un autre moyen de faire ça, j'arrête les livres. Par contre, ma chérie, elle est capable d'étaler 50 livres sur le canapé et juste de se vivre un orgasme à les regarder. Je la comprends. Tu la comprends. Et ça se déclenche pas. Ouais. Tu comprends ça, donc quelqu'un qui va voir ma chérie ou toi, elle va se dire, il faut que je fasse pareil. Sauf que ça va pas le faire. Ouais. C'est trouver qui on est et qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui nous appelle en fait. Et donc, c'est là qu'on va trouver plus de confiance automatiquement puisqu'on sera beaucoup plus aligné. Exactement, plus de confiance, plus de motivation, plus de détermination, plus de créativité. Je sais pas si tu connais le TED. Oui. TED, voilà, je vous invite à aller voir, ils sont extraordinaires. Et la clé du TED, c'est qu'à la base, c'est pas forcément des orateurs, c'est pas forcément des gens à l'aise à l'oral, mais ils ont un point commun, et ça me fout des frissons d'en parler, c'est qu'ils sont missionnés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là sur scène pour dire je suis une star. C'est qu'ils sont là sur scène parce qu'ils ont quelque chose auquel ils croient et c'est indispensable pour eux d'aller le donner au monde. Et quand on arrive à ce stade-là, tu peux avoir peur sur scène, tu peux bafouiller sur scène, mais c'est un rapport de force entre ta peur et le projet que tu veux soulever en fait. Et ça, c'est ce que les peut-être personnes ne comprennent pas par rapport à la confiance. Moi, il y a plein de fois, j'ai peur de monter sur scène. On parlait du spectacle à Bordeaux que tu étais allé voir. Mon spectacle, c'était terrorisant parfois dans la loge avant de monter sur scène. C'est beaucoup plus stressant pour moi de faire un spectacle qu'une conférence ou un séminaire où j'ai pas besoin de notes. Je peux faire 5 jours de séminaire sans notes parce que ça me passionne tellement. Mais un spectacle, il y a une séquence, il y a beaucoup plus de par cœur, il y a un rythme pour faire rire les gens. Donc j'étais terrorisé. Mais ce qui m'amenait à quand même aller sur scène et à quand même dégager une forme de confiance sur scène, c'est que j'y allais pas pour faire un spectacle. J'y allais en me disant, le pire, c'était pas de ne pas être drôle. Le pire pour moi, c'était d'inspirer personne. Donc j'y allais en me disant, il y a au moins une personne ce soir qui va repartir de cette scène et qui va peut-être prendre une décision et transformer sa vie. Cette personne-là, je vais peut-être la croiser dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et je me lève pour ça en fait. Ouais, si ça change la vie d'une seule personne, si ça aide une seule personne, c'est ça gagné. vaut le coup. Pareil pour cette interview en fait. Ouais. Au début, quand je faisais mes vidéos, j'étais très impatient par rapport au nombre de vues. Et j'étais tombé sur un youtubeur américain et il m'avait mis les larmes aux yeux parce que ça m'avait mis une bonne baffe qu'il m'avait dit, enfin ce qu'il avait dit dans sa vidéo. Il avait dit, c'est pas parce que la vidéo elle fait 1 million de vues qu'elle touche plus de personnes en fait. Et c'est quelqu'un qui fait des millions de vues. Hein. Et il dit des fois j'ai des vidéos qui font 2000 vues, mais qui sait que cette vidéo, qui sont les 2000 personnes en fait. Et j'aime cette idée-là de me rappeler que je peux faire une vidéo, notre plus grosse elle a fait 700 000 ou quelque chose comme ça, mais ça se trouve on en a une vidéo qui a fait 60, mais il y a peut-être 10 personnes qui l'ont vue, qui allaient peut-être se suicider et qui ont décidé de se créer une vie magique. Et on reçoit des centaines de témoignages par mail de gens qui nous disent j'ai vu telle vidéo, c'est pas forcément la plus vue et ça m'a remué, bousculé, depuis j'ai créé mon entreprise, depuis j'ai voyagé, depuis je me suis mis en couple, depuis je me suis autorisé à designer ma vie sur mesure. Ça donne de la puissance. En coaching, c'est le premier truc que je vais aider les personnes à chercher, c'est pourquoi tu te lèves en fait. C'est-à-dire, t'es milliardaire, t'as tout ce que tu veux, pourquoi tu te lèves. Ouais, se reconnecter à soi. Comment ? Se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Quand t'as ça, t'es inarrêtable en fait. Et du coup, peut-être pour aider les personnes, parce qu'il y en a qui se disent ouais mais moi j'ai pas ce pourquoi-là. La bonne nouvelle c'est que du coup il faut se tromper en fait. Il faut fixer des rêves qui sont pas les tiens.
et te rendre compte que ça te motive pas après 2 jours, 10 jours. En soi, c'est pas grave en fait. Ce qui serait grave, c'est passer 30 ans connecté à un rêve qui n'est pas le tien et ne pas vouloir le voir. Exactement. Mais faire 6 mois et dire bon allez, en fait si je suis honnête avec moi, voilà, moi j'ai mis de l'argent dans des marketing de réseau qui ne me passionnaient pas. Voilà, ça m'a coûté 50, 100, 500 pour le plus cher, 2000 euros. Sur le coup, ça fait chier de te dire j'ai mis 2000 euros, mais en fait, c'est pas 2000 euros pour rien, c'est que j'ai appris. Et puis si tu découvres après ton rêve derrière, ça n'a pas de prix. Oui, et tu le découvres grâce à tes erreurs. Aujourd'hui, c'est Darren Hardy qui m'avait dit, qui est le PDG de Success Magazine, il m'a bien remué avec son conseil, mais il a de la valeur pour moi. Il m'a dit, la plupart des gens, ils savent dire oui. Mais ils savent pas dire non. Savoir dire non, c'est un don. Tu parlais de talent à développer, c'est un talent à développer. Mais c'est pas seulement savoir dire non aux autres, c'est savoir se dire non à soi. Parce qu'on a plein d'idées. Ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire telle vidéo ou tel projet. Puis on a des propositions aussi. Des propositions. Et savoir se dire, non pas avec sa tête, mais avec son cœur, non, je le sens pas. C'est pas pour moi. C'est pas pour ça moi. Me fait pas vibrer. C'est pas pour moi maintenant. C'est peut-être pour moi, mais peut-être trop tôt. Moi, on m'a proposé des fois des grosses conférences en anglais et je disais super, attendez juste 1 an et on le fait. Arriver à sentir ça, sentir si c'est bon pour moi ou bon pour moi maintenant, qui sont les deux questions, ça se développe avec le temps. Donc, je pense que c'est intéressant de juste s'autoriser à être imparfait, s'autoriser à mal fixer ses rêves, parce qu'il y a une pression pareille, il faut que les rêves soient bien définis, il faut que tout soit nickel. Non, tu fais de ton mieux et t'y vas et t'ajustes. Et t'affines, et t'es prêt à dire non à ça, à arrêter de trucs, à affiner, à changer le rêve, ou à changer la forme, ou à changer avec les personnes avec qui t'es. Parce que il suffit, j'aime bien dire que dans tout métier, il y a 1000 façons de faire le même métier. Mais il y en a au moins 900 qui sont chiantes pour soi en fait. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons de faire des interviews, avec 1000 personnes différentes, avec 1000 styles différents, 1000 questions différentes. Et donc, il y a plein de gens qui sont pas heureux, mais des fois ça tient à un détail. Ce qui fait que je m'éclate dans ce que je fais, c'est que j'ai designé mes conférences avec mon style. Mes conférences, elles ne sont pas dans un format conférence classique, elles durent minimum 1h30, voire 2h30 pour la moyenne, c'est 2h30 mes conférences. Donc c'est beaucoup plus long que les formats d'un dit conférencier. Elles sont plus en format séminaire, j'apporte énormément de contenu dans une conférence. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que dans le milieu du développement personnel, il n'y a pas réellement de concurrence, puisque chacun apporte tellement sa sauce, qu'on a beau des fois dire tous la même chose, c'est dit d'une façon tellement différente unique, selon la personne qu'il y a vraiment cette unicité qui permet que sur la scène, il va y avoir plusieurs personnes qui vont dire la même chose, mais ce ne sera pas du tout perçu de la même façon et pas par les mêmes personnes. C'est clair. Alors, il y a de la concurrence que dès lors que comme dit Emerson, imitation égale suicide. Tu as de la concurrence que si tu essayes d'être quelqu'un d'autre ou que si 10 personnes essayent d'être comme une personne. Mais effectivement, plus tu es toi-même, plus on est comme un électroaimant en fait. On a d'un côté nos pensées qui est le courant électrique et d'un côté les émotions qui est le courant magnétique. Et notre cœur crée un champ électromagnétique. Et c'est fou quand on est dans notre cœur, on a les pensées et le corps et les émotions qui sont dans la même direction. Et c'est là où tu t'attires les personnes que tu peux servir, tu t'attires les personnes qui ont besoin de toi pour que tu les serves. Toi, tu t'attires des gens qui vont te servir. Effectivement, ça demande une énorme partie de la réponse, c'est de vivre en accord avec ses valeurs hautes, d'avoir le courage de lâcher cette subordination à toutes les formes d'autorité supérieure, la société, nos parents, le monde, Hollywood, etc. Et avoir le courage de se lever et de vivre en fonction de soi-même, de s'habiller comme tu as envie de t'habiller, de parler comme tu as envie de t'habiller, d'assumer tes rêves, d'assumer de dire ça me touche. Parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le rejet, mais un jour j'ai compris que quoi que tu fasses, t'es rejeté. Donc autant être rejeté pour ce qui t'éclate. Mais si tu te rejettes toi-même, par contre, c'est là que ça devient grave. Là, ça devient difficile. Tant que toi, tu t'acceptes, au final, le rejet des autres, il y en a de moins en moins. Se rejeter soi-même, c'est par exemple ne pas être soi pour être aimé par quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait longtemps en fait. Ce que beaucoup de gens font, Et c'est pour ça qu'ils sont pas bien. On le fait tous, après la question c'est le seuil dans lequel tu le fais. Et c'est effectivement une grande cause du mal-être de plein de personnes. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que la confiance en soi? Comment tu le définirais? Alors, j'aime bien la définir avec 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une confiance en soi qui est conditionnelle, que tu acquiers par la répétition. Par exemple,
Donc c'est pas ta première interview. Donc j'imagine Ouais. que c'est plus facile d'en faire une que la toute première. C'est la répétition qui donne après, je crois que c'est Martin Latipe qui dit peut-être, c'est la compétence, ou non, c'est Brandon Burchard que j'aime beaucoup, qui dit la compétence donne la confiance. Voilà, donc ça c'est pour moi un niveau de Mm. confiance, qui est la confiance que tu acquiers par la répétition. Si tu abordes plein de personnes dans la rue, au bout d'un moment ça devient plus facile. Si tu fais plein de conférences, ça devient plus facile. Tu deviens rodé. T'es rodé, voilà. Mm. Ton système nerveux, Ouais. il a un automatisme, des attitudes, une façon de fonctionner qui fait que il n'y a plus tant d'inconnus que ça en fait. Parce que le premier niveau de confiance qui est conditionnel, tu l'acquiers en réduisant la dose d'inconnu. Forcément, si tu vas souvent dans l'inconnu, du coup, tu vas perpétuellement étendre ta zone où c'est connu en fait. C'est pas que tu n'as plus peur, c'est juste qu'il faut aller plus loin pour avoir peur. Ton cerveau, il a l'habitude, il sait que tu vas pas mourir tout de suite, C'est ça. donc il se tranquillise. Il se tranquillise. Après, ça c'est le niveau de confiance que j'ai acquis au début beaucoup en répétant. L'inconvénient de cette confiance, et il y a beaucoup de livres qui s'arrêtent qu'à celle-ci, c'est que si on te met dans une situation où tu ne connais pas, tu te retrouves finalement comme tu étais avant. Et pendant longtemps, j'étais comme ça, c'est-à-dire que je pouvais être à l'aise à l'oral et être super stressé dans une autre situation. Et pour ça que le deuxième niveau de confiance qui s'acquiert peut-être sur toute notre vie, celle-ci, c'est un chemin, c'est la confiance inconditionnelle qui pour moi ne peut s'acquérir que en ayant confiance en quelque chose qui est supérieur à nous en fait. Alors il y en a qui vont la mettre dans la religion, mais ça donne de la confiance aux gens qui sont religieux. Et moi je ne suis pas religieux, mais pour accompagner plein de personnes qui sont juives, musulmanes, catholiques, bouddhistes, je peux voir que quand on mobilise leur modèle de croyance, ça leur donne une confiance qui est beaucoup plus grande. Parce que la confiance conditionnelle, tu l'acquiers que via le mental, qui dit « je l'ai fait par le passé, donc je peux le faire ». Mais il n'y a pas de confiance dans le futur. Avec une foi religieuse comme certaines personnes ont, elles peuvent avoir une forme de « je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu m'aide ». Ouais. Alors moi, j'ai pas ça. Mais on peut l'avoir autrement, comme dit Steve Jobs, ce qui compte, c'est de croire en quelque chose qui est plus grand. La vie, l'univers. La vie, l'univers, la science. Tu peux croire en la science, tu peux croire en l'être humain, tu peux croire en un message. Et cette énergie-là, elle te permet d'aller chercher de l'énergie au-delà de toi. Et pour moi, elle est encore plus intéressante que la croyance, que la confiance qui est conditionnelle. Parce que c'est de se dire, je vais peut-être échouer, je vais peut-être stresser, je vais peut-être mal faire, je vais peut-être bafouer, mais j'ai confiance que quelque chose qui est plus grand que moi me fait vivre exactement ce qui est juste pour moi. Et au final, tout finira par s'arranger, tout finira par aller bien. C'est cette confiance qui permet justement d'aller plus loin et de se dire, bon, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, ça finira par marcher. Mais mieux que c'est pas grave, quoi qu'il arrive, ça me fera grandir. Quoi qu'il arrive, je serai en train de le célébrer en fait. C'est-à-dire que on a beaucoup peur des échecs ou de l'erreur ou de l'imperfection, mais en fait, ce qui est drôle, dans mes séminaires, je m'amuse beaucoup avec ça. Je leur demande de lister des réussites des fois, et je leur demande de réaliser que chacune de leurs réussites, elle a été possible liée à des erreurs précédentes, à des échecs précédents, à des imperfections précédentes, à des critiques précédentes. Ouais. Donc c'est une danse qui vont ensemble, comme le jour et la nuit qui vont ensemble, comme la lumière et l'ombre. Tu peux pas réussir sans échouer, sans passer par l'échec. Tu peux pas te perfectionner sans passer par l'erreur. Comme Michael Jordan, pendant longtemps, il a eu le record de paniers échoués en fait. C'est intéressant de voir comment l'excellence va avec l'imperfection. Hier, je regardais une vidéo d'Usher qui disait « J'ai plus échoué que réussi, mais les gens se souviennent que de mes réussites. » Et voilà, j'aime cette notion-là. Donc, quand tu as la foi en la vie, tu te dis « Ok, peut-être que le pire truc que j'imagine va se réaliser. Mais peut-être que le pire truc que j'imagine qui va se réaliser est peut-être finalement le plus gros cadeau de ma vie. » Comme dit Steve Jobs quand il a été viré d'Apple, il dit voilà, après coup, c'était le médicament le plus douloureux de ma vie, mais le patient en avait besoin. Quand on vit des événements douloureux, on n'aime pas les vivre parce qu'il y a une partie de notre système nerveux qui refuse la douleur et qui veut que du plaisir, qui est comme un bébé en fait, qui veut confort, confort, confort et pas l'inconfort. Mais la partie élevée de nous-mêmes qui est connectée à la vie, elle sait qu'on a besoin d'inconfort et de confort pour grandir. Je ne crois pas en la pensée positive, je ne crois pas dans cette polarité de juste être un pôle. Je crois Einstein, il disait que l'amour,
c'est la synthèse des opposés, c'est embrasser les deux parties en fait, c'est embrasser les deux pôles de l'aimant, celle qui attire et celle qui repousse. Et donc, quand je dis que je crois pas en la pensée positive, je crois dans l'idée de se conditionner vers ce qui est important pour soi. Mais ce qui se passe beaucoup, parce que j'étais le premier à prôner la pensée positive, sauf que à le faire pour moi et à accompagner les gens comme ça et à assister à des séminaires, je voyais l'autre polarité. Des gens qui s'en voulaient de ne pas être positifs, des gens qui étaient durs avec eux par rapport au fait de ne pas être positifs, qui se jugeaient de juger, qui étaient en colère d'être en colère, qui avaient peur d'avoir peur, plus qu'avant. Donc, paradoxalement, plus tu embrasses la vie avec tout ce qu'elle te donne, c'est-à-dire tu te dis, j'aime bien l'exercice du pire, du pire, du pire, qui est un exercice que, en pensée positive, on va pas te faire faire. On va dire non, non, faut pas que tu vois le pire. Et pourquoi? Parce que si tu as vraiment foi en la vie, le pire du pire du pire, allez, par exemple, pendant longtemps, j'avais peur de faire faillite. J'ai fait tout ce que je voulais avec pensée positive, ça m'a jamais soigné. Parce que j'étais tout le temps en train de vouloir nier la partie de moi qui avait peur de ça. Et puis sinon, on ne peut pas faire de choix. À partir du moment où on voit les deux, on peut ensuite faire le choix de se dire, ben voilà, là où je décide de mettre mon focus, mais en conscience, et pas juste parce qu'il faut le faire. Pas juste parce qu'il faut le faire et pas juste par peur. Et un jour, ma chérie, elle m'a aidé à faire cet exercice à fond parce qu'il était douloureux, de me dire, c'est quoi le pire du pire du pire du pire, tu fais faillite. Et en fait, à chaque fois que tu fais vraiment l'exercice à fond, et que si tu n'y arrives pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te le fasse et qui te lâche pas jusqu'à ce que tu ailles au bout. Quand tu es au bout de ça, à chaque fois, tu réalises qu'en fait, la pire chose qui peut t'arriver, c'est être fier de toi, c'est apprendre, c'est grandir, c'est avoir de la matière pour inspirer d'autres personnes parce que il n'existe aucun challenge qu'on est les seuls à vivre. C'est-à-dire que si je fais faillite, demain je peux inspirer des gens qui ont fait faillite. Demain je peux dire aux gens que on a le droit d'échouer. Et quand tu prends le temps d'aller dans le pire du pire, tu te rends compte que finalement ça va. Et c'est à ce moment-là que tu peux plus facilement te concentrer vers ce que tu voulais. Et c'est pour moi, je fais exprès en disant je crois pas en la pensée positive, c'est pour aider toutes les personnes qui comme moi se sont fait souffrir avec cette vision binaire. C'est que ta confiance en la vie, mais au-delà en fait. C'est-à-dire que quand je monte sur scène, je suis pas en mode pensée positive de je ferai aucune erreur, je vais être parfait, j'aurai pas de peur. Enfin, dit en positif, là, j'aurai que confiance, j'aurai que de l'aisance, je ferai que les bons mots. Non, je me dis, quoi qu'il se passera, ça sera parfait pour moi. Mais pas un parfait en mode non-erreur. C'est-à-dire, ça se trouve, je vais m'écrouler de peur sur scène. Et peut-être que ce sera le plus beau cadeau que je ferai à la salle. Peut-être qu'en me voyant, ils se diront, si David il peut avoir peur, je peux avoir peur. Oui, parce que justement, toi, tu as encore des moments de doute, des moments où tu n'es pas au top, tu as des ratés, et tu le dis. Et justement, c'est pas parce qu'on est dans le développement personnel, c'est pas parce qu'on est coach, qu'on est expert, qu'on est Bouddha et que on fait aucune erreur. Au contraire, il y a aussi des moments où on n'est qu'un être humain. Et en plus, c'est ça qui est extraordinaire. J'adore la vulnérabilité parce que c'est un paradoxe en fait. Au moment où tu embrasses cette partie faible de toi, qui est vulnérable, qui a peur, qui ne sait pas ce qu'elle va dire, qui ne sait pas si elle va faire des erreurs sur scène, mais c'est là où ton cœur, il explose et tu as une vraie confiance. Pour ça, je parlais de deux types de confiance. Le premier type de confiance, c'est une confiance qui est mécanique. On voit des personnes parler sur scène. Moi, je l'ai beaucoup parce que je suis habitué à parler. Je vois la différence entre une vidéo où j'ai une confiance mécanique parce que j'ai répété 1000 fois mon truc à force de le faire et l'espace dans lequel je rentre. Par exemple, là, je vois bien la différence en moi entre il y a 40 secondes et là, le fait de m'autoriser à... C'est pas confortable de dire que j'ai peur, que de dire que j'ai des doutes. Je préférerais faire semblant d'être un héros et de dire non, non, David Laroche, aucune peur, aucun doute. Donc, ça me demande d'être prêt à se dire qu'il y a des gens derrière la caméra qui peuvent se dire mais en fait, tu vois, il a peur. Mais en m'autorisant à aller là-dedans, étonnamment, mais en fait, c'est pas étonnant, c'est là où mon cœur il s'ouvre et que je sors de juste la répétition. Et puis il y a ce côté où au final on est tous des êtres humains, on fonctionne tous pareil et on a tous droit à l'erreur. Et automatiquement, ce que tu fais, les gens vont peut-être pas le faire de la même façon que toi, mais là où tu en es, les gens peuvent aussi y arriver. Exactement. C'est pas parce qu'on fait des erreurs, c'est pas parce que on passe pas à la télé qu'on peut pas y arriver et qu'on peut pas monter les échelons, peu importe d'où on vient en fait. Et du coup, je dirais même pour appuyer ça, encore mieux que c'est même pas si je faisais des erreurs, je dirais que c'est génial de faire des erreurs. D'apprendre à s'aimer pour toutes les erreurs que tu fais, pour tous les échecs que tu vis,
c'est ça qui te rend plus puissant et c'est ça qui fait que ta vie, elle se met à exploser, à décoller en fait. Moi, le message que j'aimerais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est de juste se connecter à un rêve, qu'il soit flou ou non, aller vers ça, faire ses erreurs, s'aimer pour ça, euh, ajuster son rêve, repasser à l'action, voir les erreurs, apprendre de ses erreurs, célébrer ses réussites, s'entourer de gens qui nous inspirent, voir ce qu'il y a de top chez eux, en quoi je l'ai en moi, repasser à l'action, repenser à ses rêves, affiner ses rêves et rentrer dans cette mécanique-là plutôt que de vouloir une réussite qui est un état fini en fait, où hop, j'ai fini. Ouais. Et moi j'adore ce truc-là, mon métier il est là d'aider les gens à se mettre dans cet espace où ils sont à la limite entre je suis terrorisé et je suis hyper confiant en fait. Et puis lâcher un petit peu cette obsession de la perfection, parce que rien n'est parfait. Et il y a toujours des moments où on va se planter. Et dans un sens, c'est ce qui permet aussi d'avoir des conversations après intéressantes où on rigole bien avec nos amis. Parce que, a posteriori, on se dit, mais c'était pas grave au final. Quand on aura 80 ans, ça nous fera rire. On peut en faire un livre, on peut inspirer plein de personnes avec ça. Ouais. Et est-ce qu'on a vraiment tous la capacité de choisir qui on veut être ? Est-ce que c'est vraiment une question de prendre ses responsabilités et de reprendre son pouvoir personnel, ou est-ce qu'il y a une espèce de fatalité ? Oui, moi, je suis convaincu dans ma croyance que tout le monde a la capacité de choisir qui il a envie d'être. Encore une fois, on revient sur le début. Dès lors que tu fixes un qui j'ai envie d'être qui te fait vibrer vraiment. Je pense qu'on est tous des génies, mais pas de la même façon. Par exemple, c'est un fantasme de dire que je vais jouer comme Michael Jordan. J'ai pas son corps, je sais pas sa taille, je sais pas ses attributs physiques. Et t'as pas son rêve surtout, peut-être. Mais ça tombe bien, et j'ai pas son rêve. Et c'est important parce qu'il y a des personnes qui des fois se confondent là-dedans. Ils s'attachent à un rêve qu'ils ont eu enfant, qui était une première version du rêve, mais qu'ils n'ont pas fait améliorer pour aller au contact d'eux-mêmes. Parce que, imaginons que j'ai le rêve du basket, peut-être que j'ai d'autres choses à faire dans le basket. Peut-être que c'est pas sous cette forme-là, peut-être que c'est d'être entraîneur de basket, peut-être que c'est de créer un autre style de basket. On a rencontré récemment un champion du monde de freestyle en foot. Il n'a pas fait de carrière en tant que footballeur, donc il n'est pas footballeur sur le terrain, mais il fait du freestyle, c'est-à-dire que c'est le champion du monde de passes, de dribble, il fait des trucs de dingue que même les footballeurs pros n'arrivent pas à faire. Donc il s'est autorisé à libérer son génie dans son univers à lui. Ouvrir le champ des possibles, élargir un peu l'état d'esprit, et c'est pas parce que ça n'a pas été fait que c'est pas possible, c'est pas parce que ça n'existe pas qu'on peut pas le créer. Il a designé son métier, son art à sa façon. Donc son génie, il s'est exprimé. Donc par rapport à la question que tu poses, oui, on a tous le pouvoir de choisir qui on veut être, à condition de se connecter à vraiment quelque chose qui nous touche. Moi, un des premiers leviers qui m'a aidé à trouver cette énergie, c'était d'arriver enfin à pouvoir arriver un peu plus à m'aimer, à être plus confiant. Puis après, je me suis dit que c'était bien de rester qu'à moi, mais je pouvais aider d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, d'ouvrir. Donc mon tout premier rêve au-delà de moi, ça a été de me dire je vais aider des jeunes qui ont du mal à croire en eux-mêmes, qui ont du mal à rêver. D'où le fait que dans le début de on va dire, ma carrière professionnelle, j'étais énormément dans les lycées, à intervenir gratuitement, à faire des conférences où je louais des salles. J'arrivais à peine à payer le prix de la salle avec ce que les jeunes me payaient. Donc le tout début de mon activité, avant de me concentrer sur, on va dire maintenant, ma cible, elle est plus 35-55 ans dans mes séminaires. J'ai un petit peu de jeunes qui viennent, mais vraiment 35-55 ans les personnes. Et voilà, au tout début, ce qui m'a donné envie de faire tout ça, c'est de me dire, j'ai galéré, j'ai envie d'aider les jeunes à s'en sortir, à y croire en eux. Et peut-être il y a peut-être une vraie clé que j'aimerais donner. Des fois, on passe trop de temps à vouloir se résoudre soi-même, c'est-à-dire à vouloir solver ses problèmes. Et j'aime cette idée que des fois, il s'agit d'arrêter de vouloir faire ça. Et au lieu de vouloir résoudre qui je suis, mettre qui je suis au service des autres. Et je pense que c'est le paradoxe de la timidité. Au lieu de vouloir arrêter d'être timide, mettre qui tu es au service d'autres êtres humains, c'est ça qui te révèle. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on décide, la personne elle a envie de faire d'un coup elle se dit tiens, avec mon film, je vais pouvoir donner tel message ou pouvoir faire vivre telle expérience. Je lisais quelque chose sur un chef cuistot japonais.
qui est considéré comme un des meilleurs sushi man, je sais pas comment on dit, sushi chef au monde. Et lui, son truc, c'est qu'il veut que les gens vivent un orgasme culinaire quand ils goûtent ses sushis. C'est pas juste avoir un bon restaurant. Il veut qu'ils vivent un orgasme. T'as d'autres restaurateurs, c'est pas ce qui compte, c'est pas la nourriture. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que que les gens viennent en famille et qu'ils vivent un moment d'amour entre eux qui est extraordinaire. C'est pas le même pourquoi. C'est se demander qu'est-ce qu'on a à transmettre en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre avec qui je suis. Pour moi, le plus beau jour de notre vie, c'est quand on réalise que les parents qu'on a eus ou qu'on n'a pas eu, que le corps qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, est parfait pour nous-mêmes. Mais pas un parfait en mode Hollywood, c'est-à-dire le corps qui correspond aux critères génétiques ou au fantasme de ce que c'est d'avoir une belle famille. Mais quand tu te lèves le matin et que tu te dis, mon père, comme il a été, avec ses présences et ses absences, avec ce qu'il a dit ou pas dit, avec ce qu'il a fait ou pas fait, ma mère, avec ce qu'elle a dit ou pas dit, avec ses présences ou ses absences, avec ce qu'elle a fait ou pas fait, ils ont été parfaits pour m'aider à faire ce que j'ai envie de faire dans l'humanité. Quand tu touches à ça, t'es invincible en fait. T'arrêtes de croire que t'aurais dû être quelqu'un d'autre. Moi, je me lève pour aider les gens à faire ça. Pendant des années, j'ai cru que j'avais pas eu les bons parents, pas le bon corps, pas le bon physique, pas le bon cerveau. Voilà, moi, ce qui me touche, c'est d'aider les gens à embrasser leur fondation, à embrasser leur passé. Parce que quand tu te lèves et que tu te dis, par exemple, dans le cas d'une femme, j'aurais pas pu être mieux qu'être une femme, j'aurais pas pu être mieux qu'avoir ce physique, j'aurais pas pu être mieux qu'avoir ces blessures. Et je vais prendre tout ça et le mettre au service de l'humanité, t'es inarrêtable derrière. Derrière, tu peux en faire une fondation, un livre, un business, à toi de trouver la forme qui te touche. Mais c'est ça qui me touche moi chez les gens. J'adore voir une personne qui a un handicap et qui se lève et qui se dit « je vais faire de mon handicap le plus grand levier pour inspirer l'humanité ». Et voilà. Il n'y a pas de hasard en fait. Non. Il y a toujours tout converge à t'emmener vers ta mission de vie, vers ce pourquoi tu es là en fait. Et j'aime bien ce que tu dis parce que là on touche une notion qui est de l'ordre des croyances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire mais non mais c'est du délire. Mais en fait ce qui est drôle, c'est que même si c'était du délire, ça marcherait quand même. C'est-à-dire que même s'il y avait des parents pourris plus que d'autres, même s'il y avait des corps plus pourris que d'autres, même s'il y avait une timidité plus pourrie qu'une autre, entre deux personnes qui ont la même enfance, même physique, même tout, et il y en a un qui est en mode cartésien, qui dit ouais regarde j'ai pas eu les bons parents, j'ai pas eu le bon corps, j'ai pas eu la bonne timidité. Et l'autre qui rentre dans son délire et qui se persuade lui-même que son père, qui a été des fois très douloureux avec lui, a été parfait. Ce qui est drôle, c'est que son délire va prendre vie en fait. Parce que celui qui se lève le matin en se disant j'ai eu des parents de merde, un passé de merde, comment il se sent? Son énergie elle est à 2 sur 10, sa créativité elle est à 2 sur 10, il se lève le matin et il se dit j'ai pas eu de chance. Et quand tu te lèves, il y a le cône ce qu'ils appellent le cône de Minkowski, qui est à la base un cône de physique, qui est que le futur est influencé par le passé, mais surtout par ce que tu crois. Quelqu'un qui croit le matin que son passé était merdique aura beaucoup de mal à imaginer un futur magique. Quasiment impossible. Et puis peu importe le passé, après c'est à un moment, il faut faire le choix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non mais attends, il y a une subtilité qui est énorme là-dedans. C'est-à-dire que si je crois que mon passé était merdique, c'est quasiment impossible de créer une image d'un futur magique. Donc la clé, c'est de réécrire son passé en fait. C'est-à-dire la clé, c'est de se dire en quoi ce passé qui me paraissait merdique est finalement une ressource. Et au moment où tu arrives à avoir des larmes d'inspiration en train de te dire ce prof qui m'a fait souffrir, en fait il m'a fait grandir. Cette maman qui a été des fois absente m'a finalement appris à être seul avec moi-même et être stable avec moi-même. Mon père qui m'a pas dit fier de moi m'a appris à être fier de moi-même. Là je te donne des exemples différents. Hein. Quand tu arrives à voir ça, derrière ton futur, c'est facile de l'imaginer magique. Parce que tu vois de la magie dans ton passé. C'est difficile de voir de la magie dans ton futur si tu vois que du sombre dans ton passé. Complètement. Et je pense que c'est d'ailleurs une petite partie de ta réponse que tu demandes qu'est-ce qui fait que les gens ne cherchent pas, parce qu'il y en a qui sont que en révolution. C'est-à-dire, mon passé est merdique, je crée une révolution. Le problème de la révolution, c'est que je fais l'opposé en fait. Alors que l'évolution, c'est l'intégration des deux. C'est-à-dire, je prends ce qui était de magique de mon passé et j'intègre ce qui me manquait. Mais je ne suis pas en train de nier en fait, ou en train d'oublier, ou en train de vouloir oublier ce que je suis ou ce que j'étais en fait. Mais on ne perd pas de temps en fait à se victimiser et on reprend le pouvoir sur notre vie pour en faire autre chose. Je reprends le pouvoir et je me persuade que finalement, la vie que j'ai eue, elle
elle est parfaite pour moi en fait et je vais la mettre au service. Et c'est une ressource au final. Et c'est une ressource. La bonne question à se poser c'est est-ce qu'il existe quelqu'un d'autre sur cette terre qui vit la même chose que moi ou qui l'a vécu ou qui la vivra et est-ce que je peux l'aider? Et il existe toujours quelqu'un. Toujours. J'aime bien poser la question aux personnes qui imagine-toi dans 10 ans face à 20 personnes qui ont vécu le même challenge que tu es en train de vivre. Que toi tu as transformé ça et tu les as face à toi là et tu vois dans leurs yeux que tu les inspires. À ce moment-là précisément, dans 10 ans, est-ce que tu considères que ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'était un problème ou une opportunité? Et en fait, c'est très dur. Quand on voit que ce qui nous est arrivé est un cadeau pour les autres, c'est dur de dire que c'était un problème. Ouais. Si demain je fais faillite et que j'arrive à utiliser ma faillite pour inspirer plein de gens, c'est difficile de dire que la faillite est un problème. Si demain, imaginons que ma chérie elle me trompe, elle me quitte, j'en souffrirai. Mais si j'arrive à en faire quelque chose pour aider tous les gens qui ont été trompés ou quittés, de se relever et de grandir, c'est difficile de dire que finalement avoir été trompé était un problème. Et je pense que une des plus belles leçons que mes mentors m'ont transmis et la vie m'a transmis, c'est ça. J'adore cette idée du chronomètre qui est, à chaque fois que je vis quelque chose de challengeant, c'est comme si je me mettais un chrono et je me disais combien de temps tu vas mettre à réaliser que ce que tu es en train de vivre peut être un cadeau si, pour reprendre tes mots, je reprends mon pouvoir. Et j'adore cette idée qu'on peut créer de la magie pour soi et pour les autres à partir de tout. Complètement. Mimi Mati, elle m'inspire. Elle aurait pu passer sa vie à se dire je suis trop petite. Là, on m'a fait découvrir Game of Thrones et il y a un nain dans Game of Thrones. Et le mec, si je devais choisir une personne à interviewer dans Game of Thrones, c'est lui. Il dégage de la confiance, de l'amour pour lui-même, il est en couple avec une femme qui a une taille normale, il a des enfants. Ce mec, il m'inspire parce que je me dis, s'il a réussi à s'aimer, alors que plein d'autres personnes ne se sont pas aimées pour leur taille, si lui peut le faire, tout le monde peut le faire. Et j'adore aller voir des gens qui ont vécu des événements, handicap, viol, être battus, licenciement, faillite, et des gens qui arrivent, qui dégagent tellement d'amour pour leur vie, pour eux-mêmes, et tu es avec eux et tu te dis, si eux peuvent le faire, je peux le faire. Et mon message, il est là. Mon message, il est de dire, mon passé, il a été parfait, je suis très heureux d'avoir eu des pensées de suicide, je suis très heureux d'avoir été malade comme j'ai été malade, je suis très heureux d'avoir été en colère contre mon père comme ça. Aujourd'hui, mon père, mais je l'aime, j'ai pas de pensée de... J'aurais dû avoir un autre père. Mon père, il a été parfait en fait. Toutes les souffrances que j'ai eues associées à mon père, elles m'appartiennent. Et ça fait l'homme que je suis en fait. Mes maladies et que j'enchaînais, elles m'ont appris à aimer ma vie, à aimer ma santé. À chaque fois que j'ai des petites maladies, maintenant j'ai des larmes de gratitude de me dire mais j'ai tellement la chance, on a tellement de chance d'être en pleine santé. Tellement de la chance d'avoir des jambes, des mains, toucher les gens qu'on aime. Oui, se rendre compte de toutes ces petites choses qu'on prend des fois pour acquises et qu'en fait c'est un luxe. C'est clair. Et quand on est malade, c'est vrai que le corps, c'est vraiment une carte routière et il est vraiment là pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas et nous donner l'occasion de travailler là-dessus. Ouais. Il y a une vidéo du TED où tu vois une jeune fille là, qui récupère l'ouïe grâce à la technologie et ses pleurs là, d'inspiration, elle se met à pleurer tellement c'est énorme. Et voilà, quand je vois ça, je me dis putain, combien ça vaut d'entendre en fait. Ouais. Combien ça vaut juste d'entendre. En fait, toutes les personnes qui viennent me voir en me disant ah, j'ai pas de chance, je me sens pauvre, j'aime démonter leur modèle de croyance et leur rappeler à quel point on est des milliardaires. Si là demain je perds Louis et que j'hérite d'un milliard et qu'avec ce milliard je peux récupérer Louis, mais je donne le milliard sans hésitation. Si demain je perds mes yeux et qu'avec 1 milliard je peux les récupérer, mais je donne le milliard. Et on est tous comme ça. À chaque fois que je demande dans mon séminaire qui donnerait le milliard pour récupérer les yeux, tout le monde lève la main. Donc on est milliardaires en fait. On est milliardaires avec nos yeux, on est milliardaires avec nos oreilles, on est milliardaires avec nos jambes. Et ce qui est génial, c'est que tu peux être aveugle, mais tu as peut-être l'ouïe. Tu n'as peut-être pas l'ouïe, mais tu as les yeux. Tu n'as peut-être pas les yeux, mais tu as tes mains pour mettre les gens que tu aimes. Je pense aussi une partie de ta réponse, quand tu réalises que ta vie, elle est extraordinaire, mais telle qu'elle est. Moi, j'étais hyper impatient, c'est dingue la patience que j'avais de considérer que je serais heureux plus tard. Et ça s'explique facilement avec mon enfance. Vu que j'étais pas heureux dans ma vie, j'ai développé un talent qui va avec, qui est l'imagination, pour me sortir de ma vie. Donc à la fois c'était génial, mais du coup je suis allé tellement loin là-dedans que je n'étais jamais là maintenant. En fait. J'étais tout le temps de waouh, je vais pouvoir faire ça, ça sera extraordinaire plus tard. Et aujourd'hui, je garde mon pouvoir d'imagination, mais
revenir avec cette gratitude d'avoir la vie qu'on a, c'est extraordinaire. Ouais, en et fait. être dans le moment présent. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens, oui, quand je serai à la retraite, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. C'est ça. C'est pas dans 50 ans. Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui accélèrent leur vieillissement à la retraite parce qu'on sait aujourd'hui, je ne me rappelle plus de la partie du cerveau qui serait télos quelque chose, qui est un nom grec qui veut dire le fait d'être connecté à plus grand que soi. Il y a une partie du cerveau qui est alimentée uniquement quand tu nourris tes valeurs hautes. Il y a plein de gens à la retraite qui se mettent à accélérer leur vieillissement parce qu'ils arrêtent d'avoir des projets en fait. Ouais. Pour ça, je ne crois pas en la retraite. Je crois qu'on change le rythme à la retraite. Je crois qu'à la retraite, c'est un peu comme les chiens. Quand le chien qui est jeune, le chien fou, il court, il dilapide beaucoup d'énergie pour trouver ses croquettes. Donc les jeunes ont cet état d'esprit-là. Moi, j'ai à calmer le côté fou du jeune qui veut partir dans toutes les directions. En même temps, le cadeau, c'est quand tu es jeune, tu as plus d'énergie. Mais ce qui est génial, c'est qu'à 60 ans, 70 ans, tu as peut-être moins d'énergie qu'un jeune, mais tu as toute l'expérience, tu as toute la sagesse qui permet d'avoir, si ce n'est 10 fois plus de résultats qu'un jeune, autrement. Donc Puis je crois pas à la retraite. on en revient au système de croyance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'à partir de tel âge, on est vieux. Et il y en a d'autres, c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants. Moi, je me rappelle d'avoir vu Hugo Frey sur scène. Ah oui, mais ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est quelqu'un il qui était fait dans qu'il une se lève. forme, voilà. Et c'est vrai que c'est cette histoire, à partir du moment où on vit, où on a des projets, il y a des gens qui vont avoir entre 70 et 90 ans et qui nous impressionnent parce que jamais on croirait qu'ils ont cet âge-là. D'ailleurs, dans les maisons de retraite, ceux qui ont le plus d'énergie, mis à part encore une fois des cas de maladies particulières ou d'handicap, ceux qui ont le plus d'énergie, c'est ceux qui ont trouvé un projet au-delà d'eux. Par exemple, il y a toujours un à la maison de retraite qui a pour projet de faire rire tout le monde. Ouais. Il y en a toujours un qui a pour but d'organiser tous les ans les événements un peu où rassemble tout le monde, à la Noël ou quoi. T'en as un qui a pour but d'organiser des sorties. Et c'est ceux-là qui sont les plus vivants. Et c'est ce qui fait que des fois on voit dans les visages des personnes de 70 ans, 80 ans, on voit physiquement qu'ils sont vieux, mais on a l'impression qu'ils sont jeunes dans leur regard, dans leur âge. Et à l'inverse, on voit des personnes de 20 ans éteintes. Ouais. C'est vrai que ça, c'est peut-être la chose sur laquelle il faudrait le plus travailler, de garder toujours cette étincelle, toujours trouver les choses qui nous font vibrer et qui nous gardent jeunes et en bonne santé en plus. Je peux que approuver ça. Notre slogan dans notre entreprise, c'est on a quelques phrases qui reviennent tout le temps, mais une qu'on utilise tout le temps dans les séminaires, c'est une vie sur mesure. Et je pense que notre rôle, il est de tailler ce diamant-là en fait. J'avais aucune idée à mes 15 ans que je pourrais faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Aucune idée. Mais tous les jours, s'autoriser à tailler sa vie sur mesure fait qu'on révèle notre génie. Moi, des fois, je ressens de la frustration en discutant avec des personnes parce qu'elles ne se rendent même pas compte du talent et du potentiel qu'elles ont. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que de l'extérieur, souvent, on le voit. Et c'est difficile de leur faire comprendre. On aimerait des fois qu'elles se voient avec nos propres yeux pour voir à quel point elles sont extraordinaires. Et c'est vrai que des fois, elles ne s'en rendent pas compte. Et comment on peut faire justement pour nourrir cette confiance des autres ? Particulièrement aussi les enfants, puisque c'est vrai que quand on commence avec les petits, après, c'est peut-être plus facile pour eux de garder cette confiance une fois adultes. C'est une longue réponse, j'aime beaucoup cette question. Il y a 2 phrases de Gandhi que j'adore. La première que j'aime beaucoup, c'est « Ma vie est mon message ». Notre première responsabilité, c'est d'incarner ce qu'on veut transmettre. Donc, d'où la deuxième phrase, incarner les changements qu'on veut voir dans le monde, qu'on peut transposer à n'importe quel niveau. Être un exemple. Alors, j'aime bien cette idée d'être un exemple, mais aujourd'hui, je prends plus de recul avec l'exemplarité. J'ai eu une discussion avec un ami qui s'appelle Thierry Boiron, qui est le PDG de Laboratoire Boiron. Il m'a fait réfléchir sur cette notion d'exemplarité et du frein qu'il pouvait avoir. Par exemple, en entreprise, des cas où le manager il est trop en mode exemple et du coup, il empêche inconsciemment les personnes de se révéler. Donc, encore une fois, ça dépend comment on lit la notion d'exemple. Si c'est exemplarité dans le sens de je fais ce que j'ai envie de faire moi, c'est top. Là où des fois ça franchit la frontière en tant que parent, manager ou entrepreneur, c'est quand, sans t'en rendre compte, tu projettes ton système de valeurs sur les autres. Et c'est un processus naturel. Moi, je me suis pris une prise de conscience récemment parce que plus tu nourris tes valeurs, plus tu vas avoir un naturel inconsciemment à projeter les tiennes. Parce que tu vibres. Ouais. En soi, c'est top. Mais par exemple, je me suis rendu compte que
moi, dans mes valeurs, il y a le dépassement de soi, il y a l'entrepreneuriat, il y a impacter la planète, voilà, il y a le fait de rechercher sur l'être humain. Et c'est mes valeurs à moi, ça. Et par exemple, ma mère qui, en suivant mes séminaires, elle a décidé de démissionner. C'était son rêve depuis il y a 20 ans. Elle a créé son entreprise, donc c'était la partie géniale. Ça m'a mis des larmes quand j'ai lu son SMS. Elle m'a dit, voilà, je démissionne, je vais réaliser mon rêve, tu m'inspires, mon fils. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que sans m'en rendre compte, j'étais en train de lui projeter mes valeurs sur elle. Et c'est là où c'est la frontière avec l'exemplarité. C'est que du coup, inconsciemment, elle essayait de devenir moi. Ouais. Et récemment, je lui ai dit, maman, passe plus de temps dans ton jardin. Parce que à chaque fois, ça va me mettre des larmes aux yeux, à chaque fois qu'elle passe du temps dans son jardin, elle est lumineuse, elle est rayonnante. Et pour moi, c'est pas le cas. Donc inconsciemment, elle est en train de se priver du jardin et passer plus de temps dans son business comme moi, je le fais, mais c'est dans mes valeurs. Ouais. Moi, y a pas Ça te besoin de correspond motif. à toi. Voilà. Elle, ça lui correspond l'entrepreneuriat, mais peut-être qu'elle a besoin de créer, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Et là, récemment, je dis à ma mère, passe du temps dans ton jardin, tu verras que ton business, il va grandir. Si tu te prives de ce qui te nourrit, tu vas être éteinte. Voilà, donc c'est la petite subtilité que je rajouterais par rapport à l'exemplarité. Et donc, il y a un paradoxe, j'adore les paradoxes, hein. Le maître maîtrise les paradoxes dans tous les domaines. Donc il s'agit à la fois d'un côté vivre en accord avec ses valeurs, mais d'un autre côté, et je pense que c'est la partie la plus dure pour les gens qui vivent en accord avec leurs valeurs, c'est d'aimer l'autre, même s'il vivait l'opposé de nos valeurs. Et je crois qu'on s'attire les enfants, je ne suis pas encore parent, mais j'accompagne beaucoup de parents, c'est assez fascinant d'observer ça. On s'attire les enfants pour apprendre à aimer en nous ce qu'on n'aime pas encore en nous. Par exemple, dans mon cas, il y aurait des grandes chances que je m'attire, si je ne travaille pas dessus, même si ça évolue, je progresse, on va dire, ça ne serait pas étonnant que je m'attire un enfant qui exprime un trait de caractère de feignant. Ouais. Même s'il a un exemple de quelqu'un de déterminé. Parce que je vais tendance à me juger quand je suis feignant. Et on s'attire les enfants, d'ailleurs on s'attire la femme, ou le mari, ou les amis, qui ont pour but de nous équilibrer. En fait, consciemment, on est attiré par les points communs, c'est ça qui crée de la relation, mais inconsciemment, on attire à nous ce qui est différent de nous pour apprendre à l'aimer. Ouais, cet effet miroir qu'on a besoin, de ce qu'on a besoin de voir en fait. Ce que j'ai besoin d'apprendre à aimer, et qui mieux que les enfants pour apprendre à aimer. Donc, par exemple, la limite de l'exemplarité, c'est vraiment, là je te partage quelque chose que j'intègre depuis peu. Hein. Avant j'étais vraiment que incarner le changement, ce en quoi je crois toujours. Mais j'y apporterais plus de douceur et peut-être d'ouverture à ça. C'est-à-dire, oui, je vais vivre, par rapport à mes enfants par exemple, j'ai envie d'être le père qui vit le plus en accord avec ses valeurs à soi. Mais je ne veux pas franchir la frontière que j'aurais pu franchir si j'avais eu des enfants il y a 1 an, inconsciemment, ma façon de vivre est la meilleure, donc tu dois vivre ça. Parce que plus je crée de la pression là, plus j'ai des chances que mon enfant soit en opposition à ça, ou il va être soit en modélisation, en imitation, et qui n'est pas bon non plus, parce que imitation égale suicide, il va vouloir vivre en accord avec mes valeurs et pas les siennes, donc ça va être confortable pour moi, mais lui il ne va pas révéler sa puissance et sa lumière, ou alors il va être en révolution, il va faire l'opposé de moi. Et là, il va aussi se couper d'une partie de ce qu'il avait à apprendre. Alors que si j'arrive à vivre en accord avec mes valeurs et l'aimer, même s'il exprime de la fainéantise, même si, par exemple, les pires choses qu'il pourrait me faire pour m'apprendre à aimer, pourrir sa santé, manger n'importe comment, s'insulter lui-même, ne pas donner un sens à sa vie. Voilà, je pense que ça serait les trucs sur lesquels il me fait le plus travailler. Mais en soi, ça serait génial. Parce que la réalité, c'est que je ne m'aime pas quand je suis là-dedans. Donc, avant de vouloir aimer les autres inconditionnellement, il s'agit de s'aimer inconditionnellement. Et nos enfants, et nos amis, et notre femme, notre mari nous aident à ça. De toute façon, on peut changer que ce qu'on accepte. Oui, en plus. Si on ne se regarde pas vraiment en face, en voyant toutes nos petites failles, il n'y a jamais rien qui changera. C'est clair. Donc, pour répondre à ta première question qui était comment aider les personnes, je pense qu'il s'agit à la fois de faire du mieux qu'on peut pour vivre notre vie et les aimer, eux, là où ils en sont. C'est-à-dire prendre les rênes de son mental qui a le fantasme qu'elle serait mieux autrement. Parce qu'on va naturellement juger. Moi, je vais facilement juger quelqu'un qui est en surpoids il serait mieux
100 points. Ce qui peut-être est vrai sur un plan, mais je projette en fonction de mes valeurs. Et donc c'est un vrai exercice d'amour, que à la fois vivre en accord avec mes valeurs et aimer la personne. Aimer, c'est pas... Et la société, elle a une notion d'amour qui est biaisée, qui est un amour confortable. L'amour, les paillettes, machin. Ouais. Mais le vrai amour, c'est quand t'aimes ombre et lumière. Ça a changé mon couple et ma relation avec ma chérie le jour... Et d'ailleurs, si je peux faire un cadeau à tous les couples, parce que j'avais jamais appris ça dans tous les séminaires, on m'avait appris que la notion belle de l'amour, cool de l'amour, qui est t'aimes ce qu'elle est, t'aimes la beauté, t'aimes ses valeurs. Mais le jour où j'ai compris que le but d'un couple n'était pas de vivre du confort, c'est pas le but d'un couple. Et ça a cassé mon fantasme du couple. Le but d'un couple, il est de te faire grandir. Le but d'un couple, il est de t'apprendre à aimer en toi ce que t'aimes pas encore. Et le jour où j'ai compris ça, ça a changé tout notre couple. Parce qu'en plus, je pense qu'on l'a intégré ensemble avec ma chérie. Et des fois, je la jugeais parce que je la trouvais feignante. Mais en fait, déjà, elle l'était pas. Elle était dans mes perceptions. Mais en plus de ça, moi, à ce moment-là, j'étais trop extrême. À courir, pas respecter mon corps, pousser. Et j'avais à apprendre à prendre plus le temps. Et arriver à réaliser que tout ce que je jugeais chez elle, en fait, au lieu de vouloir qu'elle le change, j'avais juste à apprendre à l'aimer. Ça a été extraordinaire pour moi-même, dans notre relation, pour elle. Et ça m'aide au quotidien. Comme une fois, elle m'a dit, ma chérie, elle me dit j'ai réalisé que de toute façon, si ça se trouve à toi ou à un autre, il serait chiant. Donc autant t'aimer comme ça, en fait. Et j'ai trouvé que c'était génial, en fait, ce qu'elle disait. Au lieu d'avoir un fantasme de l'homme qui va être toujours avenant, toujours confortable, toujours là pour la soutenir, qui est un fantasme, qui en fait va générer de la souffrance. Parce que si tu es attaché à une polarité, tu t'attires l'autre polarité. Aujourd'hui, elle m'aime beaucoup plus pour toute la partie lumière de moi, mais aussi pour tous les aspects chiants de moi, qu'on ne voit pas sur scène. Des fois, en séminaire, je le dis aux gens, je leur dis là, vous me voyez au meilleur de ma forme, parce que vous me voyez dans un contexte où je fais ce que j'aime et j'adore. Mais vous me voyez pas le lundi matin après le séminaire, parce que j'ai fait 2 jours de séminaire je fais des séminaires où on démarre à 10h le matin, finit à 22h le soir. Donc quand je fais des séminaires de 2 jours, je suis défoncé lundi matin. Et donc j'ai plus de potentiel à être de plus de mauvaise humeur. Ça, les gens ne le voient pas. Ils le voient pas, non pas parce que je veux le masquer, mais c'est juste parce que je me retrouve tout seul, mal au dos, mal partout. Et ça, c'est ma chérie qui le voit. Mais c'est ce qui fait partie de toi aussi. Et Bien c'est sûr. là aussi où on voit qu'on aime quelqu'un, c'est quand il y a quand tout t'aimes ce les deux. côté-là. C'est quand malgré les trucs chiants, tu restes. C'est ça. C'est quand t'as passé la chimie et que t'aimes vraiment la personne. Et puis tu apprends à les apprécier. Et au final, si tu les as pas, ça te manque un petit peu parce que ça finit par te faire sourire. Ça fait vraiment partie de la personne, de qui elle est, de tous ses traits de personnalité. Et c'est une perfection qui est un vrai couple, il est équilibré d'une façon qui est dingue. Tu as besoin des traits de caractère de l'autre pour apprendre à... le but de la vie pour moi, c'est d'apprendre à tout aimer. Mais pas aimer juste en mode confort. Aimer dans le sens... J'aime les deux parties en fait. J'aime les deux parties de moi, les deux parties du monde, les deux parties des gens. C'est vrai que là, on est là pour parler de confiance en soi, mais la base de tout, et donc de la confiance en soi, ça reste l'amour de soi, l'amour des autres. On en revient toujours à l'amour quoi qu'il arrive. C'est sûr. La confiance, elle est étroitement liée à ton estime de toi, et l'estime de toi est étroitement liée à l'amour de soi. Tu peux acquérir une confiance conditionnelle, comme je disais, par la répétition, qui est déjà un premier stade extraordinaire pour quelqu'un qui était comme moi, qui ne bougeait pas. C'est déjà super. Une confiance inconditionnelle un peu plus dans la vie. Mais c'est vrai que si tu arrives à aimer ta vie, aimer ton corps, que tu arrives à t'aimer tel que tu es, ton ombre, ta lumière, aimer les autres avec ombre et lumière, là tu acquiers une vraie confiance inconditionnelle, une vraie estime. Tu arrêtes de vouloir être quelqu'un d'autre, qui est épuisant de vouloir être quelqu'un d'autre. J'ai passé des années j'ai plus la phrase en français, quand tu veux you please someone, Quand tu essayes de correspondre à ce que les autres attendent de toi. Voilà, tu veux faire plaisir à l'autre, mais tu sors de toi-même. Je vais te donner un exemple récent et on va peut-être clôturer parce que je vois que peut-être on passe trop de temps, je sais pas comme tu veux. Moi, c'est bon. Je faisais le tournage à Montpellier là, de ma nouvelle saison Wake Up Call saison 3 et j'ai quelqu'un qui suit mes vidéos qui est venu, d'ailleurs en même temps 2 personnes qui sont venues, qui m'ont reconnu. Et j'ai fait quelque chose qui a été inconfortable pour moi, mais au final, c'était pour moi plus d'amour que ce que j'aurais pu faire il y a 2 ans. Il est venu me parler pendant mon tournage et nous on avait un programme super serré, on se levait pour avoir
la lumière qu'il faut. On se levait à 5h30, 6h le matin et on finissait les tournages à 23h. On allait chercher des plombs de montagne, donc ça a été hyper intense les 6 jours là qu'on vient de passer. Donc on était à la minute près pour arriver à se reposer, des fois manger et tout. Donc je lui accorde du temps juste avant de partir, j'avais envie de l'aider. Et ce qui s'est passé, c'est que plus je m'ouvrais à lui et plus j'avais envie de l'aider, plus il a basculé dans un mode prendre, à ne plus écouter quand je lui disais écoute, j'ai besoin de qu'on y aille, j'ai besoin qu'on se repose, et voilà, simplement c'est juste important pour moi. Et le David d'il y a 2 ans, pour vouloir être gentil, il n'aurait pas osé faire ce que j'ai fait après, je vais te raconter. Il aurait fait semblant d'être présent, semblant d'être là, mais au final pour moi c'était pas de l'amour. C'est-à-dire je l'aurais fait pas pour lui, je l'aurais fait par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur qu'il sorte et qu'il dise putain David c'est un enculé. Et au final, voilà, je lui ai dit avec le cœur ce que j'avais envie de lui dire. Et je range, et là il revient me voir et me dit David, tu peux me redire une dernière fois tout ce que tu m'as dit? Et là je me suis vraiment respecté et je lui ai fait ce qui pour moi est du vrai amour. Je lui ai dit non, je te ne redirai pas ce que je t'ai dit parce que te le redire là, c'est maintenir un schéma où tu te mets en victime et tu as besoin de papa pour te dire encore une fois les trucs. Tu ne m'honores pas à me demander de te répéter 3 fois la même chose. Tu es en train de te répéter un schéma de merde. Donc maintenant, soit tu prends la décision d'aller te faire un cadeau avec ce que je t'ai transmis dont je suis absolument sûr dont tu as besoin, qui était d'ailleurs au passage très lié avec ce qu'il est en train de faire là, qui était d'arrêter de penser à lui et d'aller vraiment se concentrer sur servir et servir. Soit tu te fais un cadeau et dans 10 ans on se recroise et tu seras en train de me dire depuis ce jour-là ma vie elle a changé. Ou alors tu maintiens ton schéma d'égoïste, ton schéma de victime et tu continues de t'insulter, à te répéter ces phrases de merde dont tu sais qu'elles ne te servent pas. Donc il était un peu sonné. Et je lui ai dit si je te dis ça, c'est pour te rendre service. C'est un deuxième cadeau que je te fais. Mais je ne vais pas maintenir un schéma de sauveteur et de victime. Et je te fais ce cadeau-là. Donc non, je te le répète pas. Merci à toi. Donc ça a été inconfortable pour faire ça. Juste après, j'étais un peu challengé en me disant c'est pas bien ce que tu as fait. Parce que ça répondait à un code de l'illusion de vouloir être quelqu'un de bien qui fait que de la gentillesse. Mais j'ai compris que être dans l'amour, c'est pas générer de la gentillesse. Être dans l'amour, c'est être gentil et méchant. Une maman qui est dans l'amour, elle est capable de dire à sa fille ou son fils stop, t'auras plus de glace. Et le fils qui dit maman, t'es méchante. Mais c'est de l'amour. Donner 4 glaces à l'enfant sous prétexte qu'il le veut pour être gentil, c'est pas de l'amour. Pour moi, c'est de la faiblesse. Et j'étais faible. Et je sais pas, ça se trouve, il va être le premier à dire sur les forums que David c'est un enculé. J'en sais rien, je pense pas. Parce que je pense qu'il a vraiment compris que c'était pour lui servir. Donc, je sais plus pourquoi j'en arrive à cette question-là, mais en tout cas, voilà, pour moi, être soi-même, c'est ça en fait. C'est s'aimer suffisamment pour dire, voilà, pour moi, je l'ai fait. Je lui ai parlé comme si je mourrais 15 minutes plus tard. Et je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais c'est vrai qu'on a tous des mentors et on a tous tendance par moments à les idéaliser. Et il y a un moment où on tombe de haut et je pense que c'est plus ou moins fait exprès parce que admirer les personnes, c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à les considérer comme papa ou maman et du coup on ne prend plus nos responsabilités. Et on attend justement des réponses comme cette personne qui voulait que tu lui répètes comme si vraiment ils se reposaient complètement sur toi et ça empêche les gens de prendre vraiment les choses en main et de faire les choses eux-mêmes. C'est top ce que tu dis. On ne peut pas apprendre de quelqu'un tant qu'on le met sur le piédestal. J'ai un processus que j'ai appris d'un de mes mentors qui s'appelle Dr John de Martini, que j'ai remanié à ma sauce. Moi j'y rajoute de la musique, j'y rajoute d'autres choses et j'y rajoute d'autres techniques dedans. Mais la base pour l'honorer ça vient de lui. Qui permet de faire tomber n'importe quel héros et mentor d'un piédestal. Et le but de ça, et c'est dingue ce que ça crée, quand tu fais tomber ton mentor d'un piédestal, ta capacité à apprendre de lui, elle est décuplée par 1000. Ta capacité à créer une relation avec lui, elle est décuplée par 1000. C'est dingue. J'ai des exemples de personnes en séminaire qui ont fait ça avec un mentor qu'ils ne connaissaient pas, en direct, et qui dans la semaine l'ont rencontré. Je dis pas que ça arrivera à chaque fois, c'est pas du tout le fantasme que je veux proposer, mais c'est dingue. Par exemple, pour ma part, je l'avais fait sur Schwarzenegger. La veille, le lendemain, je rencontre Schwarzenegger dans un restaurant, vraiment par hasard. Excellent. C'était incroyable. Parce qu'on ne peut pas créer une relation avec quelqu'un qu'on considère être au-dessus de nous. C'est la raison pour laquelle je parle autant de mes erreurs et de mes faiblesses et de mes conneries. Dans mon séminaire deuxième palier, je me lâche sur toutes les choses mal que j'ai faites. Parce que je veux aider les gens à comprendre que je ne suis pas un héros en fait. Je suis juste, ou en tout cas si, je suis un héros mais dans le vrai sens du terme.
Le vrai sens du terme, c'est qu'un héros, il a son talon d'Achille, il a la kryptonite de Superman, il a peur des chauves-souris comme Batman. C'est ça le vrai héros. Sauf qu'on a une construction du héros en mode parfait. Et on est tous des héros. Et dès qu'on s'autorise d'ailleurs à être soi-même un héros pour les autres, mais pas en mode Ken ou Barbie, j'adore Ken parce que c'est vraiment le fantasme du mec parfait qui arrive à nager et rester coiffé. On aimerait tous pouvoir faire ça. On aimerait tous pouvoir faire ça, mais en fait, on ne rendrait pas service à l'humanité. Les gens seraient juste en train de se dire j'aimerais être comme lui. Mais alors que quand tu es toi-même, tu fais vraiment un cadeau aux autres. D'où le fait que je parle autant de mes erreurs, de mes échecs, mes doutes, pour dire aux gens je suis juste normal. D'ailleurs, peut-être pour conclure, parce qu'après ça va faire une interview énorme. Il y a des fois des gens qui me disent tu sais ce que j'aime avec toi, David, c'est que quand je me dis que. Attends, comment il me le formule, parce que ça me fait rire à chaque fois. Il y a des gens qui me disent quand je te vois toi réussir, au moins ce que je me dis, c'est que si toi tu peux le faire, moi je peux le faire. Alors les premières fois c'était pas confortable, parce que je leur dis mais tu veux dire quoi par là? Mais c'est génial, parce qu'il y a plein de gens qui se disent voilà, il fait juste de son mieux, il avance vers ses rêves, je fais de mon mieux pour utiliser ce que j'enseigne. Je ne l'applique pas à 100%, je l'applique chaque année un peu plus. Oui, ça c'est faire vraiment de son mieux et après, peu importe où ça nous mène. D'ailleurs, si les gens peuvent retenir que ça, si vous retenez que ça, faites de votre mieux, vous avez gagné votre interview. Voilà. Et parce qu'on parle souvent de ton jeune âge, parce que tu as 27 ans, c'est ça? J'ai 27 ans. Et parce que toi, tu as commencé très jeune à t'intéresser à tout ce qui est développement personnel. Grâce à mes souffrances. Voilà. Et justement, ce qu'on oublie peut-être souvent de dire, c'est que si tu t'es intéressé à tout ça, est-ce que c'est parce que justement tu as ce stade où la souffrance devient intolérable, qui est peut-être plus bas que chez certaines personnes et que du coup, à un moment, tu veux dire que ton seuil en fait de souffrance. Et tu dis souvent, c'est possible. Oui. D'où est-ce que ça te vient, cette conviction, et comment est-ce qu'on peut retrouver cet espoir? Parce qu'il y a plein de gens, quand on leur dit c'est possible, ils disent non, il y a des obstacles, il y a ceci, il y a cela. On dirait comme s'ils avaient vraiment des boulets accrochés aux pieds. Comment on peut se libérer de ça pour être vraiment dans cet espoir et y croire? Alors il y a 1000 façons de le faire. Ça c'est un peu ma spécialité, de faire casser les murailles de croyances. La première question que j'adore poser à quelqu'un en coaching individuel qui me dit c'est pas possible, je lui dis est-ce que tu es 100% sûr que c'est impossible? Donc j'inverse le truc. Et il est jamais sûr. Donc il me dit bah non. Donc je lui dis donc c'est que quelque part c'est possible. Il me dit oui. Et déjà rien que ça ouvre le modèle de croyance. Ouais. Après l'autre façon de faire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le meilleur moyen de croire en quelque chose pour qu'il devienne possible, c'est de voir en quoi tu l'as déjà réussi sous une autre forme. Je vais boire un coup. Par exemple, ma mère, c'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est significatif. Et c'était challengeant d'accompagner ma mère d'ailleurs. Oui, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accompagner, ils ne vont pas faire du coaching avec leur famille, leurs amis. Ils essaient vraiment de mettre une barrière parce que c'est pas facile. Non, c'est parce qu'on est émotionnel. On a peur de la perte et du gain quand on est avec notre famille. C'est difficile d'être vraiment impartial. Centré, ouais. C'est clair. Et de ne pas projeter. D'où le fait de ne pas le faire si on ne le sent pas. Moi, ce jour-là, ça s'est prêté. Et donc, elle me dit, voilà, c'était il y a 2-3 ans. J'aimerais devenir formatrice, mais je me sens pas, je pense que je suis pas bonne formatrice. Donc, elle avait la croyance que c'était pas possible pour elle. Et bien en fait, au lieu de l'aider à voir que c'était possible dans le futur, je l'ai aidé à voir en quoi elle a déjà été une bonne formatrice. Donc je lui ai dit, tiens, quand est-ce que, parce que je savais vu que tu la connais, quand est-ce que tu t'es sentie être une bonne manageuse? Parce que je savais qu'elle avait la croyance de je suis une bonne manageuse. Elle me dit, bah j'en ai plein, bah, tiens, trouve-moi un exemple, ferme les yeux. Elle le retrouve. Donc là, son niveau de bien-être, de confiance, il monte. Trouve-moi un moment donné où tu étais en train d'expliquer à 2 personnes en même temps. Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'avais deux collègues, enfin 2 collaborateurs au bureau, et qu'elle était cadre, et j'étais en train de leur enseigner. Et en fait, je lui ai aidé à se rendre compte qu'elle avait mis ça dans la case manager, mais qu'au final, c'était de la formation. C'est juste qu'elle n'avait pas ouvert la case de « je suis une formatrice ». Et quand elle a vu ça, et je lui ai dit « mais là, du coup, tu fais quoi ?» Elle me dit « je les forme. Tu te sens comment ?»« Je me sens super bien. Ton niveau de confiance, il a combien sur 10 ?»« Il a au moins 9. » Ok, donc ça veut dire quoi? Que je suis capable de former. Et là, ces 2 étapes-là. 1, est-ce que tu es sûr que c'est impossible? Non, donc c'est possible, première étape. 2, est-ce que tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait sous une autre forme. On est bien capable de bien plus que ce qu'on croit en fait. Ouais, et c'est important en fait, tout ce qu'on veut réaliser, sous une forme, on l'a déjà réalisé. Par exemple, quelqu'un,
bah d'ailleurs, la maman de la personne qui est derrière la caméra, elle avait du mal à entreprendre. Et donc, elle avait du mal à s'imaginer entrepreneur. Et pour elle, vu qu'elle n'avait jamais créé d'entreprise, elle s'imaginait que c'était impossible pour elle. Et ben, je suis allé lui demander, qu'est-ce que tu as entrepris? Parce que finalement, être entrepreneur, c'est qu'un papier. Et ben, elle a entrepris plein de choses dans sa famille. Elle a entrepris plein de choses dans ses anciens salariats. Et le jour où elle a vu que finalement, elle avait fait plein de fois l'entrepreneur, c'est juste le papier qui faisait la différence. La dose, pour revenir à ce qu'on disait, la dose d'inconnu, elle s'est rétrécie. Elle s'est rendue compte, mais finalement, je l'ai toujours fait. Et donc, c'est facile de réaliser des choses qu'on a toujours fait. Et c'est puissant comme prise de conscience. Ça change tout. Par exemple, pendant un temps, je n'arrivais pas à croire que je puisse réussir aux États-Unis. Et comment j'ai fait? Je me suis rendu compte que finalement, j'ai réussi à passer de Lyon, je suis né à Lyon, ma boîte est développée à Lyon à la base, à Paris. Donc, si j'ai pu faire de Lyon à Paris, pourquoi pas faire Paris à Los Angeles? C'est qu'une construction d'esprit de les croire différentes. Mais finalement, c'est que le processus identique. Donc ça, c'est comme ça qu'on ouvre le système de croyance. Après, pour amplifier le code du passé, les biographies. Si tu lis un mec comme Michael Jordan, viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais. C'est inspirant. Voilà, c'est inspirant. Ça t'aide à te rendre compte que des gens qui ont pu penser des choses impossibles, ça peut devenir possible. Charles Aznavour, pour prendre quasiment un français. On lui a dit qu'il n'avait ni la voix, ni la taille, ni la culture pour devenir un bon chanteur. Des professeurs de chant qui lui ont dit ça. Charles Aznavour. Quand tu lis ça, tu te dis, ok, il y a des choses impossibles qui peuvent devenir possibles. Donc l'idée, c'est de lister ses victoires, lister ses réussites, se nourrir des victoires des autres. Et en dernier processus, les 2 dernières étapes, c'est progressivement de se confronter à des choses que je crois un peu impossibles pour les démontrer qu'elles sont possibles. Et après, de passer du temps à s'imaginer que c'est possible et à le ressentir dans le présent. Dans mes séminaires, on fait un processus qui s'appelle le processus d'intégration quantique, qui est vraiment différent d'une visualisation, parce que j'entraîne le système nerveux via les pensées, via les émotions, aligner le pensée, les émotions et le corps par rapport à un désir, jusqu'à ramener le désir dans le présent, jusqu'à ce que le corps ressente que c'est fait, que c'est dans le présent. Et c'est une énorme différence à vivre comme processus, parce que quand le corps valide que c'est fait, que c'est dans le présent, tu te mets à voir les pensées et les émotions comme si c'était déjà fait. Et donc tu attires les choses à toi que tu attirerais normalement dans le futur. Donc c'est un processus que je ne peux pas expliquer verbalement, qui se pratique, qui se fait, c'est une expérience. Et que j'entraîne les gens dans les cycles de coaching à faire tous les jours pour s'entraîner à faire venir le futur maintenant. Parce que c'est super. C'est fascinant la création de réalité, je suis fasciné par ça. Oui, parce que le cerveau ne sait pas la différence entre le présent et le futur, entre ce qu'on visualise et ce qui est réel. Et du coup, pour lui, tout est actuel, tout est maintenant et tout est réel. En tout cas, la partie limbique. La partie limbique, elle fonctionne comme ça. Et du coup, mobiliser la partie limbique pour la faire voyager dans le temps va faire que derrière, tu te comportes autrement. Donc, Et aujourd'hui, quels sont tes projets et tes envies? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? J'en ai plein, mais si on prend dans les 5 prochaines années, après j'en ai plus, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si j'en prenais 3 là comme ça qui me viennent spontanément, important pour moi, d'ici les 5 prochaines années, ce que je veux, c'est qu'on innove en termes de vidéos. Si on regarde mes vidéos, on est vraiment en train de tester plein de choses, plein de formats, plein de durées, plein de styles, plein d'énergies différentes. Donc dans les 5 prochaines années, je veux continuer d'apporter quelque chose de nouveau au développement personnel francophone, avec des vidéos uniques, un style unique, de la musique, voilà. Je me considère pas comme un coach, pas comme un conférencier, pas comme un metteur en scène, je me considère comme un mélange de tout ça. C'est d'ailleurs souvent pour ça que je me présente rarement comme je suis coach, mais plutôt comme quelqu'un qui est un vecteur d'un message. Et donc dans les 5 prochaines années, je veux explorer au maximum les possibilités de la vidéo et de l'audio pour transmettre un message au monde comme quoi nos rêves sont possibles, comme quoi le but d'un rêve n'est même pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et que ça nous rend fiers juste d'y aller. C'est un premier rêve, un objectif dans les 5 prochaines années. Un deuxième, c'est d'inspirer le monde entier via l'anglais. Donc les États-Unis, c'est une étape pour nous pour ces 5 ans, mais je veux dupliquer ce que je fais en français, le rendre en anglais pour pouvoir toucher tous les pays du monde. Et oui, parce que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont les mêmes problématiques, dans le fond. C'est clair. On est tous les mêmes. Et ça me touche vraiment de toucher la planète. Et après, dans les 3 prochaines années, je considère que mes séminaires, c'est mon laboratoire. Donc, je veux continuer de raffiner ma méthode
Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir en séminaire, c'est que j'ai créé quelque chose d'unique en séminaire, je veux continuer de la travailler, voir, mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre l'être humain, identifier les questions, les facteurs qui font qu'une personne elle ouvre son cœur. Dans mes séminaires, il se passe des trucs que je ne comprends pas forcément toujours. Il y a des gens qui ouvrent leur cœur, des ouvertures de cœur qui dépassent ce qui se pensait même intellectuellement possible en termes d'ouverture de cœur. Parce que j'ai compris que tout le reste de ce que je faisais avant n'est utile que si la personne a ça. La fixation d'objectifs, la planification, l'organisation, l'action est utile que si le cœur il est ouvert. Donc je mets beaucoup d'énergie à aider les personnes à ouvrir leur cœur et à se connecter à la gratitude. Là, on va bientôt, peut-être elle sera diffusée d'ailleurs quand tu diffuseras l'interview, mais on a créé une formation en ligne qui s'appelle 28 jours pour activer le pouvoir de la gratitude, où j'explique les neurosciences de la gratitude, des exercices pratiques tous les jours et ce que j'appelle des préparations neuro-émotionnelles. C'est que la personne va écouter, elle a un protocole à suivre, ça pendant les 28 jours, les vidéos elles durent près d'1 heure tous les jours, donc c'est très dense, très puissant comme formation. Parce que je suis persuadé que toutes les études scientifiques sont en train de montrer que s'il y a une émotion à travailler, c'est la gratitude. Donc je veux, dans les 5 prochaines années, aider des millions de personnes à ouvrir leur cœur et à aimer leur vie et à vivre une vie qui est en accord avec eux-mêmes en fait. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, vous pourrez retrouver l'interview de David très rapidement, que ce soit sur mon site melodysachs.com ou alors sur YouTube, sur Facebook. Et puis, je te remercie beaucoup. Et c'était un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et j'espère que ça aidera énormément de gens à avoir des prises de conscience et à déculpabiliser et à être plus en accord avec eux-mêmes et dans l'amour de soi. Ouais. C'est top. Mais à bientôt. À bientôt.